Vous répétez toujours les mêmes erreurs en amour? Vous attirez des partenaires toxiques? Vous avez peur de vous engager? Rejoignez Myriam Facio, psychanalyste et créatrice de méthodes révolutionnaires, pour une masterclass exceptionnelle. Découvrez enfin pourquoi vous vous sabotez en amour et libérez-vous de vos blocages inconscients grâce à une expérience de reprogrammation unique qui va transformer votre vie amoureuse. Inscrivez-vous en cliquant sur le lien en description ou en haut à droite de l'écran. Votre âme sœur vous attend, il ne manque plus que vous. On ne devient pas ce que l'on veut, ce que l'on souhaite. On devient ce que l'on est. Et ce que l'on est, c'est cet état d'être. Et les personnes, et peut-être même vous-même, vous pouvez constater que dans votre vie, si vous en êtes arrivé là aujourd'hui, c'est une circonstance, des circonstances, donc des jalons, qui ont tout simplement naturellement exprimé ce que vous étiez à l'instant T. Et donc, naturellement, vous êtes arrivé ici par des états de conscience. Et donc, c'est prendre conscience que tout simplement, vous n'êtes pas obligé d'attendre que ça s'exprime naturellement, mais vous pouvez prendre votre responsabilité. Et donc, à travers la responsabilité, mon vœu, c'est quoi ? Que les personnes soient autonomes. Et beaucoup plus épanouies. Exactement. Chers amis, bienvenue, merci d'être avec nous. Et je ne sais pas à quelle heure vous regardez cette émission, mais on va faire un petit peu de métaphysique appliquée. Voilà, et on va essayer d'être, j'ai dit à mon invité, très pédagogue, très dans l'explication, de manière très rationnelle et très concrète pour voir de quelle manière cette métaphysique dite appliquée peut, par définition, s'appliquer dans notre quotidien. Mon invité s'appelle Nicolas Brunet. Bonjour Nicolas. Bonjour. Merci d'être avec nous. Avec plaisir. Et merci pour ce petit ouvrage absolument délicieux qui s'appelle évidemment Les fruits de votre imagination. Transformer votre vie grâce au fabuleux pouvoir de votre esprit. Et c'est complètement en adéquation évidemment avec notre ligne éditoriale. La première chose que je me suis dit en préparant l'émission, c'est que vous dites un truc incroyable, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui attendent une sorte de déclencheur dans leur vie pour pouvoir écrire. Vous écrivez et c'est l'écriture qui vous fait prendre conscience de certaines choses. En fait, ça s'est fait effectivement en parallèle, mais ce que je vais justement aborder aujourd'hui, c'est cette notion d'avoir quelque part puisé dans mon subconscient, c'est-à-dire puisé dans cet état accompli que le livre était déjà écrit en quelque sorte, et qu'il était déjà réel pour moi, que mes idées, et je dirais les liens que j'ai pu faire, c'est-à-dire cette convergence qu'on appelle la métaphysique, c'est-à-dire relier des points différents, est venue au fur et à mesure. Et c'est pour ça que le livre, c'est vraiment, je dirais, le voyage, chronologiquement, dans ce que j'ai pu vivre, c'est-à-dire mon aventure, pour à la fois comprendre comment j'ai pu faire les liens entre tous ces domaines, qui sont a priori pas forcément évidents à relier, et je dirais mes expériences personnelles, au fur et à mesure de mes effondrements, de mes désillusions et des conflits que j'ai pu tout simplement avoir. Et alors c'est intéressant d'avoir pris ce titre, les fruits de votre imagination, parce que c'est devenu même une phrase du langage courant. C'est ça. On entend souvent dire « mais ça c'est le fruit de ton imagination ». Exactement. Voilà. Quelle est la définition de le fruit de votre imagination? Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, en fait, j'ai compris, et j'en parlerai justement, que notre imagination est la porte d'entrée d'un monde beaucoup plus subtil et que nous avons justement, par le biais de l'imagination, une faculté non pas uniquement de s'évader à la rêverie, c'est-à-dire quitter en tout cas ce monde de la matière, de la réalité par l'imagination, mais d'utiliser vraiment à dessein, délibérément l'imagination comme une porte vers le subconscient et vers tout simplement toutes les réminiscences qui vont produire des effets dans notre réalité. Donc c'est vraiment une porte vers le monde subtil, vers ce qui est impalpable, invisible, inodore, et qu'on utilise tous, la pensée et l'esprit. Mais je trouve que ce mot imagination, il n'est peut-être pas très bien approprié, parce que par définition, l'imagination est donc l'imaginaire, et donc ce qui n'est pas réel. Ouais. Or, cette porte, elle est réelle. Exactement, et en fait, on peut faire le parallèle, et justement le subconscient, lui, ne fait pas la différence. C'est-à-dire que on peut imaginer quelque chose, donc une scène en imagination, et en ressentir tout de suite les effets corporellement, physiologiquement. C'est vrai. Et j'en parlerai ça quand on parlera peut-être de réversibilité, mais on est vraiment sur, si vous voulez, une notion qui ne dépend pas de la condition extérieure et qui ne dépend pas du temps. Et donc j'ai choisi vraiment délibérément le mot imagination parce que c'est quelque chose qu'on utilise tout le temps du matin au soir, jusqu'à la rêverie incontrôlée de nuit, et qu'on peut soit ne pas s'en occuper et donc être dans la création de notre réalité de manière inconsciente, ou délibérément prendre l'imagination comme un outil pour nous y emmener. Et donc c'est prendre en responsabilité notre imagination
comme une porte d'entrée vers ce monde que je disais subtil. Bonjour à tous, je suis Aaron Vial, je suis médium et je suis ravi de vous annoncer que je pars en tournée avec ABC Talk à partir du 23 avril 2026. Cette tournée s'appellera Révélation et lors de ces soirées, je vous transmettrai des messages de vos proches passés dans l'au-delà. Vous pourrez me poser vos questions et nouer un contact unique avec ceux que vous avez aimés. J'ai vraiment hâte de vous retrouver, de vous transmettre de beaux messages d'en haut. Je vais venir à votre rencontre, les amis, dans plusieurs villes. Alors, n'hésitez pas, réservez vos places sur le site abctalk.fr, rubrique événements. À très vite. L'imagination est presque devenue aujourd'hui un métier, puisque vous avez des imaginologues. C'est vrai, des imaginologues. Et quand on fait notamment en entreprise, par exemple, on fait des ateliers d'imaginologie. Et on sait à quel point le pouvoir de l'imagination permet effectivement ensuite de concrétiser beaucoup de choses. Exactement. D'ailleurs, on le voit aujourd'hui, que ce soit dans les élites sportives ou des métiers à danger ou à haut risque, ou très spécifiques en termes de complexité. Et on a vraiment cette visualisation, donc cet apprentissage dans une scène qui est bien construite, avec justement tous nos sens, c'est-à-dire on va créer une scène qui implique la réalisation de quelque chose en utilisant le toucher, l'ouïe, l'odorat, etc., pour qu'il y ait un maximum de réalisme à l'intérieur. Et ce que j'aborde dans ce livre, c'est pour ça que je l'ai appelé les fruits de votre imagination, c'est finalement, au-delà de l'adage qu'on entend partout, c'est qu'est-ce que l'on va produire en utilisant cette imagination, et c'est bien sûr la récolte, ce que j'appelle la promesse. Et la récolte, c'est tout simplement ce que certains et certaines appellent le destin, ou certains aussi le fruit du hasard. Et moi, ce que j'ai pu découvrir, c'est à quel point, en fait, tout est relié, et que quand on utilise délibérément cette imagination correctement, par essai-erreur, c'est ce que j'ai compris, eh bien, on peut transformer, façonner sa vie, donc sa réalité, pour vraiment créer la vie qui nous inspire profondément. C'est ce que on pourrait... le pouvoir de l'imagination, c'est le pouvoir de la visualisation ? La visualisation est un outil qu'on va utiliser justement pour imprégner le subconscient dans la thématique de l'imagination. C'est pour ça que l'imagination, elle est vaste, et qu'à l'intérieur de ça, il y a plusieurs techniques, il y en a plein d'ailleurs qui existent. Et ce que je me suis amusé à faire, c'est voir que beaucoup de domaines qui utilisent l'imagination, ça peut être notamment l'hypnose, ça peut être la PNL, le MDR, il y a plein de techniques qui existent autour de ça, mais qui en fait touchent exactement à la même chose, à notre subconscient, et à ce qu'on va y déposer. Voilà. Est-ce que quotidiennement, vous faites appel à votre imagination ? Ah oui, mais de manière délibérée parfois, et de manière inconsciente la plupart du temps. Parfois. Ah, complètement. Ouais, complètement. Ouais. Et c'est vraiment un acte en soi, c'est pour ça que je parle de beaucoup de responsabilité, puisque on va qu'à nos occupations au quotidien, on ne fait pas attention à ce qu'on injecte dans notre subconscient, au dialogue intérieur, à ce qui se joue en permanence en nous, mais c'est de prendre un temps, et j'en parlerai également, c'est-à-dire des temps où on va avoir une fréquence cérébrale différente, beaucoup plus posée, avec une fréquence plus basse, qui va tout simplement nous disposer à nous couper de la réalité et des sens pour l'utiliser de manière beaucoup plus puissante et intense que, je dirais, nos visualisations non contrôlées et inconscientes qu'on peut avoir au quotidien. Cette fréquence basse, c'est la méditation. Exactement, on peut la retrouver dans un état méditatif, contemplatif, ou tout simplement un état encore plus simple, en tout cas ça a été mon parcours, la somnolence, c'est-à-dire un état entre le monde, je dirais, du réveil et le monde des endormis. Et là, on va avoir un état d'entre-deux qui est vraiment très propice au fait de quitter le monde des sens et être dans l'imagination. Sauf que dans l'aspect théorique des choses, quand on vous dit que c'est dans ce laps de temps-là que les choses se créent, avant de s'endormir, par exemple, on va aller le chercher, cet état-là. Et on se dit, pourvu que je, voilà, etc. Complètement. Et c'est là où c'est très compliqué de se dire à quel moment j'y suis dans cet état-là. On n'en a aucun souvenir le lendemain. Complètement. Et c'est même, je dirais, le but. Ce que l'on recherche, ce n'est pas forcément du contrôle pour savoir exactement qu'est-ce que j'ai retenu de tout ça, mais c'est petit à petit d'avoir la confiance, donc la foi, d'avoir infusé petit à petit, comme un sachet de thé qui se mettrait dans de l'eau chaude, et bien infuser notre subconscient de manière durable. Et c'est pour ça qu'il y a quand même une notion de discipline, de répétition, quand on utilise l'imagination. Voilà, c'est ça. Pour que ça devienne en fait beaucoup plus facile et qu'on n'ait pas forcément à utiliser cette imagination tout le temps, à une heure précise, le soir avant de se coucher, par exemple. On peut le faire délibérément n'importe quand. Et de manière beaucoup plus facile, rapide, à force de le faire, et surtout à force de prouver la véracité de ces principes et de ces lois.
Sur un côté pratico-pratique et très concret, qu'est-ce que le pouvoir de l'imagination, en tout cas les fruits de votre imagination, vous ont permis soit d'atteindre, soit de concrétiser, soit de désirer au point que votre imagination le crée et que dans la matière, ça se concrétise? Il y en a eu vraiment plein, du plus petit au plus grand. Peut-être pour ça, il faut peut-être que je vous raconte mon parcours. Absolument, on va comment j'y suis arrivé, en tout cas. Absolument. Mais des choses fabuleuses, comme par exemple ce que je fais aujourd'hui. Ça peut être la première chose qui est peut-être la plus parlante, c'est, je dirais, mon domaine d'activité. Et il n'est pas arrivé de nulle part. Et ce que je fais aujourd'hui dans ma pratique, c'est pas arrivé de nulle part. Ça vient encore une fois d'une graine que j'ai semée il y a déjà bien longtemps et qui s'est, encore une fois, sans aucune lutte, sans forcer la matière, se déploie naturellement dans l'expression. Et quand je parle d'expression, c'est vraiment le plan, le dessin que comporte la graine que l'on va implanter dans notre subconscient. Et c'est là où, en fait, où il y a beaucoup d'erreurs dans le monde de la manifestation, dans le monde des lois. On parle beaucoup de lois d'attraction, etc., qui sont, à mon sens, complètement erronées, en tout cas incomplètes plutôt, pour parler plus précisément, parce qu'elles nous fait vivre des états nobles au départ, parce qu'elles nous amènent à un changement de paradigme de pensée, mais elles nous font rentrer très très vite dans la désillusion et l'effondrement systémique, parce qu'on se rend compte un peu de la limite de ces lois, parce qu'elles sont en surface. Et le subconscient, quand on s'en occupe de manière beaucoup plus profonde. Et pour ça, il faut comprendre la mécanique de ce subconscient, et il faut comprendre comment dans notre vie, notre passé, on a alimenté ce subconscient par nos perceptions, nos mémoires, nos traumas et tous les événements qui les composent. Et tout ce qu'on a engrammé, notre éducation et tout ce qu'on nous a inculqué, évidemment. C'est ça. Alors justement, parlons parce qu'aujourd'hui vous êtes auteur, conférencier, alors mentor, moi je suis toujours admiratif quand je vois le titre mentor, je me dis waouh, les mecs, c'est du high level là quand même. Mentor en métaphysique appliquée, justement, mettre en application ce que vous préconisez pour... quel est l'objectif, en fait, de mettre en application ce que vous préconisez? C'est quoi? C'est de réaliser ses rêves? On pourrait le résumer comme ça. J'aime dire que c'est s'engager, c'est-à-dire choisir d'investir sa vie pour se réaliser. Et donc, se réaliser, c'est quoi? C'est qu'est-ce qui a de la valeur pour nous et qu'est-ce qu'on a envie, tout simplement, d'exprimer dans le temps qui nous reste de cette vie terrestre et la matière. Sauf qu'il faut déjà avoir la conscience de pouvoir... Exactement. Se donner cet objectif-là. C'est ça. Hyper compliqué. Vous avez des gens de nos générations, vous êtes plus jeunes que moi, mais à qui vous posez la question en disant quel est ton rêve absolu, qu'est-ce que tu aimerais vivre, ils sont incapables de vous dire. C'est ça, et ça a été d'ailleurs ma démarche, parce que je me suis retrouvé dans cette douleur-là. Peut-être si justement je commence par parler de mon parcours. Vous êtes ingénieur à la base, hein? Alors c'est ça, c'est-à-dire que je suis devenu ingénieur, et ça a fait partie d'ailleurs des créations délibérées. J'en parlerai justement de ce cheminement-là qui m'a amené à être ingénieur dans les énergies, en électrotechnique. Hein. Et au tout début, moi, j'ai un parcours, je dirais, donc dans l'électricité, c'est-à-dire que après l'école classique, j'ai voulu me diriger vers ces métiers-là tout de suite. Donc j'ai un bac pro en élec, je continue, et là, je dérive vers le commerce, parce que ça s'est trouvé être une des activités que j'aimais bien, en tout cas les loisirs de ce commerce-là, en étant pratiquant de certains sports et loisirs. Et en rentrant dans le commerce, j'ai passé 10 années, je dirais, à apprendre le management, le marketing, le merchandising, etc., etc. Et j'ai pu continuer comme ça mon cursus après ce fameux bac pro élec avec de la gestion financière et du management avec mes études. Donc j'ai continué à faire ça en parallèle. Sauf qu'à un moment donné, malgré mon épanouissement, je dirais mon intérêt sur ces quelques années de commerce, ça a quand même duré 10 ans, j'avais des collègues super sympas, c'était assez dynamique, je me suis retrouvé dans une impasse de voir que cet objectif à l'origine, sans penser du tout encore à toutes ces choses-là, était un objectif de mimétisme, parce que je voulais tout simplement faire carrière et avoir des résultats, un statut social, une reconnaissance. Respecter un cursus qu'on vous a dit de faire, quoi, quelque part. C'est ça. Et là, vraiment, je me suis retrouvé dans une sensation d'une perte de sens, à un moment donné. Je me sentais très mal parce que je me sentais tout simplement coincé dans la situation que j'avais, c'est-à-dire, tu as du confort, tu as une zone de confort, tu as la reconnaissance de tes pairs, ça se passe bien, mais tu ne te sens pas vibrer, tu ne te sens pas vivant. Ça, c'est j'ai tout, mais je ne suis pas heureux. Exactement. On pourrait le résumer comme ça. Et donc, de fil en aiguille, semaine après semaine, je me suis retrouvé dans cet état, à passer mes soirées, à me dire, mais comment je fais pour quitter ce confort, cette sécurité, pour m'en détacher et aller chercher tout simplement ce qui brûle en moi, parce que je voyais bien que les mois passaient et je me sentais de plus en plus mal.
et que ça venait pas de l'extérieur, ça venait forcément d'un état intérieur qu'il fallait que j'aille creuser. Comment ce mal-être se présentait-il? Comment vous viviez ce mal-être? Eh bien, c'était vraiment une sorte de fatalité que je ressentais, et donc un état dépressif. C'est-à-dire vraiment, j'avais une perte de joie, on pourrait même la qualifier comme ça essentiellement, une perte de joie, une perte d'entrain, d'enthousiasme, d'optimisme même en général. Et donc, je me retrouvais tout simplement à ressasser, à tourner en boucle toutes les situations qui me ramenaient à des cul-de-sac mentaux. Et donc, je me voyais dans cette impasse en permanence. Et j'avais beau en parler à ma famille, à des amis, à mon épouse, rien n'y faisait. Mais il y a beaucoup de gens qui se retrouvent dans cette situation-là, mais qui enchaînent derrière en disant « et je ne sais pas pourquoi ». Complètement. Vous saviez pourquoi? Eh bien, je ne savais pas à l'époque, et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser. Alors là, j'ai pris la responsabilité à un moment donné de me dire écoute, ça vient de toi, donc il va falloir que tu creuses, il va falloir que tu te donnes les moyens. Et donc, j'ai commencé à m'intéresser justement aux neurosciences. J'ai commencé par des concepts qu'on entend beaucoup, comme les croyances limitantes. Donc là, j'ai pu comprendre ce qu'était une croyance limitante, ce que j'avais pu engrammer dans mon passé et ce qui me limitait aujourd'hui. Et puis, j'ai découvert également des concepts comme l'impuissance apprise, où là, ça a fait écho à énormément de choses que j'ai pu vivre dans mon enfance, c'est-à-dire ces preuves qu'on vit tous, c'est-à-dire des événements qui nous montrent qu'on n'est pas ceci ou cela, qu'on est étiqueté ou qu'on n'est pas assez. Et on le conforte et on le confirme avec le temps. Ou qu'on est trop. Exactement. Et dans cette impuissance apprise, d'ailleurs, ça me fait penser à l'analogie, vous savez, de l'éléphant, où l'éléphant, quand il est petit, donc qui peut être, je dirais, contrôlé par l'homme, eh bien, on lui met tout simplement une grosse corde autour d'une patte pour l'attacher. Mais quand il grandit, cette corde, elle est bien sûr encore attachée à lui, mais elle est complètement... déjà, elle n'est même pas rattachée à quelque chose de physique. Et lui, il imagine. Mais simplement, voilà, parce qu'il a été conditionné à ça, il a toujours un morceau de corde autour d'une patte, et donc il ne va pas tenter à un moment donné de prendre la fuite ou de tout simplement rentrer en lutte avec l'humain. Et même si elle était détachée, et même si elle était attachée, il pourrait s'en défaire en deux. Exactement. Avec sa puissance. Exactement. Mais non. C'est ça. Et ça, c'est pour montrer, c'est pour illustrer en tout cas vraiment ce que c'est que l'impuissance apprise, ce fameux conditionnement. Et donc, ça a fait écho tout simplement avec mon parcours déjà scolaire. Parce que pour prendre un conditionnement, je me suis toujours trouvé, conforté par ces preuves d'expérience que j'étais pas très bon scolairement parlant, que c'était pas pour moi, que j'étais médiocre, que j'avais une qualité d'attention qui n'était pas du tout au rendez-vous, comme celle de mes pairs. Pourtant, le cursus est noble. Le cursus... on peut dire qu'aujourd'hui, il est noble par rapport au référentiel de certains, mais il n'était pas du tout comme ça à la base. Et pour que je puisse devenir justement ingénieur en électrotechnique, il a fallu que j'ouvre ces possibles en moi. Et donc, c'est par justement, en voyant intérieurement cette impuissance apprise avec ce que je m'étais raconté, donc ça parle de boucle auto-prophétique, donc l'auto-validant, on voit un peu la conclusion qu'on a tirée à l'intérieur de nous et on remonte un peu à la source de ce qu'on a pu... intégrer en tout cas, mentalement, et avec le temps. Et donc en changeant ça, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il y a eu d'un seul coup une ouverture des possibles en moi. Ça ne voulait pas dire que j'avais de direction claire, mais ça voulait tout simplement dire déjà, ok, je sais que les sciences, et les neurosciences notamment, me disent que la neuroplastie existe, c'est-à-dire on peut à un moment donné modeler et façonner ce qu'on a engrammé avec le temps, et donc avoir des conséquences sur notre présent et notre futur. Et donc, je ne suis plus coincé. Simplement, voilà, je ne suis plus dans l'impasse. Je ne sais pas où, mais je suis plus dans l'impasse. Ce sont les lectures, simplement, qui vous font prendre conscience de ça? Exactement. Les lectures, quelques, je dirais, vidéos que je peux trouver de personnes qui ont travaillé dans les neurosciences et qui me font prendre à quel point ça a un impact sur nous. Donc déjà, pour moi, c'est déjà une première révélation. Et ensuite, il a fallu dessiner une orientation. Et pour ça, je m'étais intéressé aux travaux de Ken Robinson sur le fait de trouver son élément. Et ça m'a permis, en fait, de reconnecter avec ce qui avait de la valeur pour moi, les valeurs à l'origine, c'est-à-dire le partage, la transmission, l'énergie, l'électrotechnique. Et donc, j'ai pu petit à petit sortir non seulement de l'impasse de l'impossible, et en plus de ça, en sortant de cette impasse, avoir une direction déjà qui s'offrait à moi, c'est-à-dire un retour à ce qui a le plus de valeur pour moi. Et donc déconstruire c'est ça. Tout ce qui avait été engrammé, construit mais engrammé, et pas nécessairement à votre avantage. Et c'est là où on se dit, d'où vient cette force-là, cette volonté-là? Eh bien, en fait, elle vient déjà, je pense qu'on l'a tous en nous, de cette raison d'être, ce qui brûle en nous, ce feu ardent qu'on a en nous, qui cherche par tous les moyens possibles de s'exprimer. Et d'ailleurs, on peut le voir dans notre vie avec les différents symptômes qu'on va vivre, qu'ils soient psychologiques, physiologiques, sociaux. On va avoir, on va se confronter, ça va être la friction qu'on va avoir avec la vie, de contraindre l'expression naturelle de ce qui brûle en nous.
Et en fait, il ne s'agit pas d'être dans une quête, je dirais, d'un absolu et de creuser partout qu'est-ce qui, en gros, qu'est-ce qui nous est destiné, mais c'est simplement laisser de la place, de la liberté, de la disponibilité intérieure pour naturellement reconnaître ce qui est déjà là. Parce que ça a toujours été là, en fait. Ouais. Mais c'est simplement laisser cet espace-là. Et ça m'a permis d'un seul coup d'ouvrir les possibles, d'avoir une vision beaucoup plus claire, et naturellement de laisser un espace en moi que je découvrirai plus tard qu'il a une incidence par le sentiment. Et à travers cet nouvel état d'être naturel, d'être beaucoup plus libéré, eh bien, j'ai pu voir mes premières créations d'un changement de travail, et je suis passé du commerce à l'enseignement dans l'électrotechnique, de manière juste incroyable et bouleversante à l'origine, puisque pour moi, surtout là où j'habitais, dans les circonstances du moment, je ne voyais pas comment je pouvais trouver chaussures à mon pied. Et en fait, ça s'est produit, ça s'est manifesté. Je préfère même le mot « révélé » dans ma réalité, en moi, en quelques jours. Ça a été vraiment un timing très rapide. Parce que je parlais de cette force de caractère et cette volonté, et on a le sentiment même que chez certains, c'est une question de survie, tellement à l'intérieur, les gens se sentent éteints, même s'ils ont le sentiment de tout avoir. Mais il y a aussi la deuxième phase qui consiste à dire est-ce que ça n'est pas quelque chose d'égoïste au point qu'il peut y avoir derrière des dommages collatéraux? Parce que vous avez une vie, parce que vous avez aussi votre entourage, vos familles, et ce changement-là, cette prise de conscience-là, peut aussi avoir des dommages collatéraux. Complètement, mais j'irais même plus loin là-dedans dans les dommages collatéraux, c'est-à-dire prendre conscience qu'il y a des dommages collatéraux, c'est s'imprégner qu'il y aura des dommages collatéraux. Et ça va boucler avec tout ce que je vais dire ensuite. Parce que encore une fois, l'état d'être va permettre l'expression de quelque chose qui, de toute façon, émergera naturellement. Les moyens, le comment, donc je dirais le pont d'incidence qui va avoir lieu, qui va nous amener en fait à vivre notre réalisation, eh bien on n'a pas à s'en occuper. Et l'intrication de ma vie, de la vie de mon conjoint ou ma conjointe, de mes enfants, de ma famille, de mes amis, elle va de toute façon s'intriquer parfaitement. Elle va suivre. Voilà. Si on n'est pas dans une entrave d'un état d'être qui serait celui de la condition. Et la condition, c'est quoi à ce moment-là? Eh bien, c'est probablement, je vais, et c'était mon cas, je vais y laisser des plumes, parce que je vais perdre ma sécurité. Et donc, je risque, en ouvrant ce chapitre-là de ma vie, je risque de perdre beaucoup plus que ce que j'ai actuellement. Le fameux sentiment d'impuissance et le fait d'être bloqué dans ma situation. Et c'est ce que ça a vraiment libéré. Ça s'est fait step by step, étape par étape, c'est-à-dire qu'au début, ça a commencé par ça. Et donc, en voyant que ce métier s'ouvrait à moi et que j'ai pu changer d'emploi, ça y est, bouleversement nouveau en moi, puisque je me dis, mais qu'est-ce qui vient de se passer? En l'espace de 2 semaines, parce que ça s'est fait vraiment en 2 semaines. Ah oui, en 2 semaines? Ah oui, vraiment, ça s'est fait très très vite. Ah oui. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé pour avoir autant souffert avant et avoir ce sentiment aujourd'hui d'emboîtement? Attention, ça ne veut pas dire que j'étais dépourvu à ce moment-là d'inconfort, de stress, d'anxiété, etc. Ça ne veut pas dire ça. Et d'ailleurs, ça a été un nouvel apprentissage par la suite, ça. Et donc, j'ai été dans cette voie-là, mais ça a ouvert, donc du coup, en termes de scolarité, pour revenir à ma problématique, où je me sentais médiocre, je me suis dit, si je peux faire ça, ça veut dire que je peux reprendre un cursus, c'est celui que je veux, bien sûr, et je peux devenir ce que je désire être et réaliser, parce que je sens que c'est ce qui brûle en moi maintenant, c'est ce que je reconnais, le fait d'avoir une notoriété, une expertise dans l'ingénierie électrique. Et donc, en parallèle de ça, eh bien, j'ai tout simplement repris mes études. Et je dirais, ça m'a conforté dans cette mécanique et cette dynamique. Et c'est là que j'ai découvert, et c'est ça qui est merveilleux, ça a été le cheminement qui m'a amené à la métaphysique, c'est d'ajouter maintenant une nouvelle corde beaucoup plus profonde à mon arc, qui était celle de la physique. En étudiant, lors de mes études, la physique, j'ai pu voir la physique standard, donc la physique macroscopique et toutes ses lois, donc celle de la matière vraiment qu'on utilise tous les jours, et vraiment le monde de l'infiniment plus petit avec la physique dite quantique, la physique des particules, etc. Ça a été vraiment passionnant. J'ai étudié ça toujours un peu, même si ce n'est pas que de l'autodidaxie, puisqu'il y a des mentors, des professeurs qui m'ont bien sûr apporté énormément. Et c'est très complexe. Et c'est très complexe parce que ça touche à beaucoup de notions et c'est surtout très abstrait. Très abstrait. Et c'est toujours quand on a l'impression d'avoir compris qu'on se rencontre au fur et à mesure de l'étendue de notre ignorance. Exact. C'est toujours pareil. Exact. Mais c'est ça qui est fabuleux. Après, il faut avoir une appétence forcément pour l'abstrait à la base. Moi, c'était vraiment quelque chose que j'ai reconnu en moi, tout simplement. L'abstrait et l'inconnu, le mystique, même à travers les sciences, m'a vraiment beaucoup plu. Et là, dans la physique des particules, eh bien, j'ai découvert beaucoup de choses.
il y a beaucoup d'expériences qu'on entend et qui reviennent, notamment dans ce domaine-là. On parle de rétrocausalité, on parle d'intrication quantique, on parle du principe d'observateur. Alors peut-être d'ailleurs aborder ce principe d'observation, pour le dire en quelques mots, c'est de s'apercevoir que nous avons une incidence en tant qu'être conscient dans l'expérience, et donc la conscience qui expérimente la matière à une échelle infiniment plus petite. Et dans l'expérience notamment donc des doubles fentes de Jung, donc de l'observation, eh bien on s'aperçoit qu'avant qu'un corpuscule, une particule soit observée par sa position, sa vitesse, eh bien elle est dans un état de probabilité, une onde en fait. Une onde en suspens qui attend tout simplement d'être révélée matériellement. Et on s'aperçoit qu'en fait, on ne peut pas faire l'économie de la conscience d'être, parce qu'à chaque fois qu'on expérimente quelque chose, c'est bien la conscience de l'être humain qui est en train de concevoir l'expérience, qui est en train de faire l'expérience, et qui est en train de la mesurer. Et donc ça a été encore pour moi un bouleversement, parce que je me suis dit, mais c'est incroyable. C'est au moment où on cherche à mesurer quelque chose que la matière à cette échelle devient forme. Et donc que l'informe est informé et devient forme. Et ça a été un nouveau bouleversement. Je vous invite à réécouter ce passage pour analyser une nouvelle fois, mot par mot, ce que vient précisément de dire Nicolas. Voilà. Non mais c'est absolument passionnant. Et c'est parfois, il faut digérer ça. Hein. Complètement. Parce que vous résumez le truc en quelques années de travail qui vous ont permis effectivement d'en arriver à cette conclusion-là. Hein. C'est ça, complètement. complètement. Ouais. Et c'est vrai que c'est tout un chapitre. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je le propose sous forme d'atelier thématique, masterclass. Oui. Et j'aborde ces points-là, étape par étape, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Ouais. Mais dans cette découverte, en tout cas pour moi, ça a été, OK, la conscience, ce que j'ai débloqué par les neurosciences, donc ce que j'ai compris en tout cas en termes de plasticité, de mouvement, c'est modelable, eh bien, elle a une influence directe sur la matière et donc ma réalité. Parce que j'ai compris à ce moment-là que tout ce que l'on voit macroscopiquement, c'est-à-dire la matière solide, les objets, est tout simplement de l'énergie en suspens à la base, de probabilité, et qui en fait, en étant informé, devient matière. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais qui informe ça ? Voilà, comment elle se matérialise ? Vous terminiez la phrase pour vous poser la question. Comment elle se cristallise et devient solide ? Oui. Et elle fait partie de notre réalité. Eh bien, pour moi et dans mon expérience, et en convergeant toutes mes recherches, j'ai pu voir à quel point il n'y a que la conscience d'être qui, à un moment donné, dans ce monde subtil jusqu'au monde macroscopique et solide, eh bien, informe la matière. C'est-à-dire que si elle est probable à la base, c'est bien à un moment donné, parce que je fais l'expérience par mes yeux, par mon toucher, par ma conscience, l'interprétation de tous mes sens, que la matière apparaît. Sans la conscience d'un être vivant, donc la conscience tout simplement d'exister en tant qu'existant, ce qui n'est pas évident comme concept, hein, c'est-à-dire je suis conditionné dans cet état, eh bien la matière n'émerge pas. Et donc, ça m'a amené à comprendre que nous sommes tous pourvus de cette conscience-là, et que quelque part, on peut avoir petit à petit une incidence comme ça dans notre réalité. Parce que ça m'a amené à voir qu'en fait, comme je l'ai pu voir dans les neurosciences, notre subconscient, il est, formé de l'ensemble des perceptions de notre passé. Ça a ouvert plein de portes, en fait, en moi, ça. Et j'ai pu, comme ça, petit à petit, continuer à expérimenter comme je l'ai fait avec mon métier. Donc, en créant délibérément un état intérieur en moi, et en remplaçant des états passés, et de voir l'impact que ça avait dans ma vie. Et donc ça, pour faire un parallèle, ça peut être l'entrée dans le monde de la manifestation. Voilà. Je suis dans une affirmation, je m'imprègne d'un état, et je laisse tout simplement la chose tomber du ciel. Voilà, un petit peu. Sauf que je me suis frotté de nouveau à beaucoup de désillusions, c'est que je me suis aperçu que, et lié à mon insatisfaction permanente, notamment que j'avais rencontrée quand j'étais dans le commerce et que j'avais voulu changer de métier, c'était cette notion d'impatience. Quand est-ce que ça va se finir ? Quand est-ce que je vais arriver à me réaliser, obtenir telle chose, réaliser tel rêve, avoir une nouvelle relation, une maison, etc. Tous les domaines sont valables de toute façon. Et je me suis frotté à cette notion de temps, et c'est là que j'ai découvert, à travers la physique, et cette étude-là, que la notion de temps, c'est aussi subjectif pour nous les humains, ici encore une fois dans la matière, parce que dès qu'on ne fait plus l'expérience de la matière, notamment on le voit dans les expériences de décorporation, mort imminente, eh bien la notion de temps n'a plus du tout lieu. Exact. Eh bien en physique, c'est exactement la même chose. Quand on décrit en fait la physique dans l'infiniment petit,
le temps tel qu'il est défini n'existe pas. Et donc, il existe pour nous, c'est comme si, en fait, parce que nous étions dans ce corps et cette condition matérielle exprimée, eh bien, nous étions dans un cadre temporel. Mais sans ce cadre-là du corps, eh bien, nous en ferions tout simplement pas l'expérience. Du corps et de la conscience. Exactement. Et donc, ça m'a amené ça à voir qu'un objet, par exemple cette table, elle a une longueur, une largeur, une hauteur, mais il y avait un quatrième candidat qui a pointé le bout de son nez, qui était le temps. Parce qu'une table, on peut aussi la mesurer par son temps d'apparition. C'est-à-dire que, fut un temps, elle n'existait pas. La matière qui la compose n'existait pas. Et la matière qui la compose n'existera plus un jour. Donc elle a un début, elle a une fin. Et donc on peut mesurer un objet par sa longueur, sa largeur et hauteur, mais on peut aussi le mesurer par son temps d'existence. Et donc j'ai compris quoi à travers ça ? Eh bien j'ai compris que non seulement tout ce que j'imprégnais dans ma conscience et mon subconscient avait une influence sur ma réalité, mais que chaque expression d'un état avait un temps qui lui correspondait. Et donc, ça m'a amené à quoi, ça ? Eh bien, ça m'a amené à relâcher cette insatisfaction, cette impatience. Et donc, ça a augmenté mon niveau de confiance et de foi, que j'ai relié à la foi par la suite. C'est-à-dire que tout est parfait et que le temps d'apparition d'une chose, au même titre que la gestation d'un enfant, a un temps donné. Ou comme un fruit de votre imagination, c'est-à-dire, si on prend un fruit dans un fruitier, c'est exactement pareil. Il va avoir un temps d'apparition. Il y a la promesse, le bourgeon, et il y a le fruit au moment de la récolte. Et quand on travaille en esprit et en conscience, le temps n'existe plus. C'est-à-dire que vous pouvez ramener le passé et le futur exactement maintenant dans le présent. Vous n'êtes pas limité par le temps. Et donc ça a été encore un nouveau bouleversement parce que j'ai pu encore plus lâcher cette tension en moi, cette lutte de vouloir absolument lutter et forcer contre la matière. C'est-à-dire, je prends mon baluchon, je pars au combat et je ne lâche rien. Parce que toutes mes désillusions, à chaque fois, ont été « c'est tellement fatigant de se battre au quotidien pour essayer de vivre la vie de ses rêves que beaucoup de personnes, et moi le premier avant, j'étais vraiment dans l'abandon. C'est trop dur. C'est trop dur parce qu'on force, on est dans le fer. Et là, ce que j'ai pris conscience à ce moment-là, c'est que tout commence à l'intérieur de nous, et tant qu'on n'a pas réalisé ce changement, eh bien, c'est vain. On va s'épuiser, en fait, de faire la matière. Et donc, c'est bien comprendre que l'action suit l'état intérieur. Et donc, quand nous avons réalisé quelque chose à l'intérieur de nous, l'action et notre comportement est inévitable. Souvent, des personnes me disent « Mais non, mais ça, c'est quelque chose qui vient et qui nous tombe dessus. On n'a rien à faire. » Mais vous n'avez rien à faire dans la création, dans votre subconscient, dans l'acte délibéré. Mais ce que vous allez faire, vous n'allez pas avoir le choix. C'est une convocation. Puisque quand vous remaniez l'information de votre réalité, comme le grand théâtre de la vie, se réaménage comme un entracte pour préparer la scène suivante. Votre objectif à ce moment-là et votre mission, c'est de laisser l'expression, encore une fois, de ce qui va se passer. Alors ça m'a amené petit à petit, ça, quand j'ai vu que le temps n'était plus un problème en esprit, à penser à la réversibilité. Parce qu'en physique, on parle souvent de réversibilité. Vous savez, vous avez appris sûrement à l'école, comme tout à chacun, le fait de passer d'un état à un autre. Et que la matière ne se perd pas, comme Lavoisier le disait, et on passe d'un état à un autre, de l'état liquide à l'état solide et vice-versa. Même si en sciences et en physique, on parle d'entropie parce qu'il y a des pertes, donc je ne vais pas aborder cette notion-là, qui ne sert à rien. C'est mieux. Dans mes propos. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que je me suis dit, bon, tu as déjà des expériences qui te confortent dans l'idée que si tu imprègnes un état nouveau, ta réalité se transforme. C'est ça. Voilà. Tu as maintenant la possibilité de lâcher ton emprise sur le temps et la condition, le comment, parce que tu sais que c'est inévitable et parfait. Et que ça va s'orchestrer naturellement. Et donc, je me suis dit, en physique, si un état provoque un autre, et que c'est réversible, pourquoi moi je ne provoquerais pas un état avant moi, avant qu'il ne se produise plus rapidement ? Je m'explique. Par exemple, si vous vivez un moment joyeux, heureux, donc là on est bien dans un état qui est subtil, un état qu'on ne peut pas voir. La joie, vous ne pouvez pas la dessiner, vous ne pouvez pas ouvrir le cerveau et la décrire. Non, elle se ressent. Elle se ressent. Ça fait partie de tout ce qui m'a passionné, c'est-à-dire ce monde subtil et invisible, quelque chose qu'on ne voit pas. Et pour autant, il a une conséquence. Donc on a la cause qui est l'événement, c'est-à-dire je vis un moment heureux, et la conséquence, par exemple, physiologique, matérielle, ça va être un sourire, donc un visage transformé.
Si maintenant on le prend dans l'autre sens, et que vous prenez le temps calmement, en respirant, de avoir un grand sourire, un sourire naturel chez vous, que vous allez forcer sur votre visage, vous allez sentir à l'intérieur de vous un déferlement de sensations agréables qui correspond exactement dans l'état qui avant était la cause, celui de la joie. Et donc vous pouvez provoquer la joie dans votre corps en sensation en ayant, je dirais, la cause qui est d'abord le sourire physiologique. C'est pour ça qu'en neurosciences, on dit souvent qu'effectivement, notre cerveau ne fait pas la différence entre Exactement. le fait de sourire bêtement, si je puis dire, Ouais. avec ce sourire forcé dont vous C'est parlez, et le vrai sourire de la joie, de l'humour ou de quelque chose qui nous a C'est impacté à un instant T. Exactement. Et il ne fait pas la différence entre Il ne ces fait deux-là. pas la Ouais, différence, c'est vrai. et c'est complètement ça. Et il y a aussi cette notion qu'il ne juge pas. Et ça, c'est très, très, très important à comprendre, qu'il ne juge pas, parce que quand on est dans une succession de déboires dans notre vie, on se dit, mais c'est pas possible, je suis maudit. Il y a le karma, j'ai la poisse. Ouais. Mais en réalité, si on prenait le temps d'analyser ce qu'on s'injecte depuis longtemps et ce qu'on valide, eh bien, on comprend que notre subconscient n'est pas le juge. Il ne juge pas si c'est bien ou si c'est mal pour nous. Il prend pour argent comptant ce qu'on lui injecte. C'est comme un miroir qui vous dit, en fait, qu'est-ce que tu dis ? D'accord, je te le montre. Et là, vous avez le miroir en face de vous qui vous projette dans votre vie exactement ce que vous avez consciemment. Donc, n'espérez pas qu'il y a une morale ou une justice beaucoup plus divine et éternelle qui va à un moment donné vous montrer en face de vous que vous êtes dans la mauvaise modalité du voyage et que vous allez probablement souffrir. Si pour vous c'est quelque chose d'acquis, qu'il faut souffrir, qu'il faut faire beaucoup plus parce que moi il faut que je fasse plus que les autres, que je ne suis pas légitime, moins compétent, moins capable, eh bien, ok, regarde. Et donc cette réversibilité-là, ça a encore, je dirais, amélioré ma capacité à créer délibérément en ayant cette confiance. Et ça m'a amené à comprendre ce concept de synchronicité, tout simplement. Parce que la synchronicité, c'est vraiment ce moment connu qu'on a l'impression d'avoir connu. On se trouve à chaque fois bouleversé à ce moment-là, on ne comprend pas trop ce qui arrive. Eh bien, à force d'expérience, toujours d'essais-erreurs, parce que j'ai eu beaucoup d'échecs, si on peut parler d'échecs, bien évidemment, mais ça m'a permis de comprendre justement cette notion que la synchronicité, c'est la connexion, le lien entre ce grand théâtre qui se réorganise, que j'appelle l'extérieur, et ce que nous avons planté à l'intérieur de nous. La rencontre de la graine qui émerge dans sa réalité, c'est le moment en fait de synchronicité. Et ce moment, à chaque fois, il est déroutant quand on le vit, parce qu'on est sur ce point de jonction. Certains sont beaucoup plus subtils et on n'y fait pas attention. C'est pour ça que la majeure partie de ce qu'on crée inconsciemment, on ne se souvient même pas que ça a été planté à un moment donné en nous, parce qu'on l'a autorisé sans en prendre conscience. Et donc, on peut, je dirais, constater que les synchronicités sont les signes qui suivent, mais qui ne précèdent jamais. Et ça, c'est très important. Parce que je vois beaucoup de personnes, après, si, encore une fois, c'est une vérité pour ceux qui le vivent, que les signes précèdent quelque chose, ce sera leur vérité, encore une fois. C'est leur subjectivité et leur comportement. Est-ce que ce n'est pas... Je trouve que dans le milieu de la spiritualité, comme on dit, et qu'on parle bien sûr de tous ces signes, de toutes ces synchronicités, il y a presque une dimension un peu magique et féerique. Est-ce que le fait d'analyser tel que vous le faites, de ressentir les choses au travers de la métaphysique, est-ce que c'est pas un peu désacraliser ce petit côté spirituel ? Est-ce qu'il y a de la spiritualité dans la métaphysique ? Oui, pour moi, il y a beaucoup de spiritualité dans la métaphysique, dans le sens où, déjà, on touche à des notions impalpables. Et donc, à partir du moment où on est dans l'impalpable, on est dans quelque chose qui, de toute façon, nous dépasse. C'est-à-dire que ce que je vérifie aujourd'hui me dépassera toujours dans tous les possibles que ça peut engendrer. Moi, je suis l'étudiant du monde qui, par essai-erreur, en fait, comprend un peu la logique de la dynamique du vivant, de comment fonctionne le monde. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, j'ai aussi étudié dans cette métaphysique la cosmologie, donc l'univers, ce fameux reflet de nous-mêmes en permanence. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup de spiritualité dans le sens où, à partir du moment où on se pose les questions de « mais bon sang, mais qu'est-ce que je fous là ? Qu'est-ce que je fais de ma vie ? Pourquoi ma vie ? Quel sens elle a ? » À partir du moment où on est dans ce genre de questions-là et qu'on va chercher des domaines qui sont, je dirais, beaucoup plus subtils et invisibles, à ce moment-là, pour moi, on touche à cette notion de spiritualité. On sait qu'il y a quelque chose qui est plus grand que nous, qui nous dépasse. Simplement, moi, ce que j'ai compris à travers ça, c'est que
Si je comprends que la conscience est quelque chose d'omniprésent, est un constituant fondamental de l'univers, nous sommes tous pourvus d'une étincelle, et donc de l'essence de cette chose qu'on appelle conscience. Et donc, comme un fragment d'un esprit plus vaste, je m'octroie les mêmes facultés de création à la base. À la différence que une conscience plus vaste a un dessein beaucoup plus grand en termes de matérialité. Donc, nous sommes tous quelque part emmenés spirituellement sur le même courant. Donc ça, on n'a pas le choix, c'est le cadre dans lequel on est, avec ses limites. C'est pour ça que quand on parle de l'ésotérique et du féerique, moi, je regarde consciemment la limite de notre cadre de vie, parce qu'il y en a, mais que c'est dans ces limites, une fois qu'on a compris comment elles étaient, comment on pouvait les définir, et bien que j'ai compris les règles du jeu, maintenant je vais jouer. Je vais jouer délibérément dans les modalités du jeu qui m'est donné. Et je crois que c'est ça, en fait. C'est ce que vous apprenez à comprendre les règles du jeu. C'est ça. Vous permettez à ceux et celles qui ont envie de changer leur vision. Alors moi, je le dis avec mes mots, et sans doute pas aussi bien c'est parfait, que... la vision. Ça, pas aussi bien que les vôtres, mais ceux qui ont envie, effectivement, de changer leur vision de leur vie, du monde, en règle générale, et bien d'appréhender les choses avec vos techniques. Et vous avez mis en place des exercices que vous appelez, avec les 4 étapes fondamentales, l'exercice du rêve, c'est ça ? Oui, complètement. Alors, l'expérience que j'ai appelée rêve, qui parle en fait de renouvellement en fait, de la vision, parce que c'est ça que ça veut dire, renouvellement de la vision vers son expression. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on commence par une vision, et donc ce qui brûle en nous, et cette vision, en fait, on va rendre possible son expression naturelle. Quid des personnes qui n'ont pas de vision ? Oui. Eh bien, comme j'ai pu, moi, l'expérimenter, il va falloir commencer par laisser de la place et regarder autour de soi ce qui fait valeur pour nous. Ouais, c'est ça, ce qui nous fait vibrer. Exactement, ça va être vraiment le début. Et donc... Parce que vous avez beaucoup de gens qui se sentent mal, qui ne sont pas heureux, qui n'ont pas d'épanouissement, mais quand vous leur posez la question « Qu'est-ce que tu aimerais ? Quel est ton objectif de vie ?» Ils n'ont pas de réponse. Complètement. Et en fait, on a tous, je dirais, un niveau de valeur avec des valeurs. Quand je dis valeur, je ne parle pas des valeurs, vous savez, qu'on entend un peu partout, qu'on peut entendre, voilà, moi, telle valeur, ça va être l'altruisme, l'honnêteté, etc. On peut prendre ça comme des fondamentaux et des piliers, mais en réalité, il y a plein de sous-catégories. Et moi, j'aime dire, au lieu de citer une valeur, de qu'est-ce qui a de la valeur pour nous ? Qu'est-ce qui est important pour nous, finalement ? Et on a une quantité qui est variable et qui va bouger au fur et à mesure de notre vie. Moi, il y a plein de choses que j'aimais faire à un moment donné que j'aime plus faire aujourd'hui. Mais il y a la partie qui a de la valeur intrinsèque, quelque chose en fait qui est immuable en nous et qui ne va pas changer. Et le but, c'est d'aller chercher en ce moment, eh bien, par une série de questions, par une série tout simplement d'observations intérieures et extérieures, eh bien, qu'est-ce que je nourris en permanence ? Qu'est-ce qui m'entoure en permanence et qui me confirme qu'en fait, je suis naturellement dans cette expression-là. Et donc, c'est vraiment ça qui a de l'importance pour moi. Et au moment où je fais cette enquête et que je peux définir en fait ce qui m'apporte de la valeur, eh bien, on va reconnaître du coup, et a fortiori, ce qui est aligné avec notre raison d'être. Et c'est là où commence votre accompagnement ? Complètement, en fait. Je dirais même que ça fait partie du premier pilier de l'accompagnement. Eh oui. Parce qu'on commence par ça, on ne peut aller nulle part si on n'éclaire pas la destination. Évidemment, si on ne sait pas où on va. Complètement. Eh oui. Et pire encore, on ne peut pas choisir une destination et croire qu'on va y aller si on ne détache pas l'amarrage au port, quoi. C'est pas possible. À un moment donné, il va falloir détacher les cordes et partir. C'est sûr. Donc il y a vraiment cette notion-là. Mais avant d'aborder même ce premier pilier, on comprend bien que il faut déjà, je dirais, être ouvert. Tout à l'heure, vous parlez de spiritualité. Il faudrait déjà être ouvert à quelque chose qui nous dépasse, et donc qui est invisible, impalpable. Mais ça, je pense que beaucoup de gens sont conscients de ça, très clairement, et on sent bien l'ouverture. Mais c'est vrai que quand on est... Alors, j'avais employé à l'époque une expression qui disait quand on est dans l'œil du cyclone, c'est toujours très difficile d'arriver à démêler le vrai du faux de nos ressentis par ressentis. Et on m'a dit dans les commentaires, mais vous savez, l'œil du cyclone, on est très très bien dans l'œil du cyclone parce que c'est très doux, très ouaté, il ne se passe rien. Ouais. C'est quand on est autour du cyclone que les vents sont violents et qu'on prend ça en pleine face. Mais c'est là la première base, et ce premier pilier, il est absolument essentiel. Parce que quand vous êtes dans cette situation conflictuelle interne, c'est très difficile d'arriver à avoir le discernement pour se dire mon cap, c'est celui-là et je veux atteindre cet objectif-là. On est au fond du fond dans ces cas-là en général. Complètement. Et ça amène d'ailleurs, et c'est comme ça que je le nomme, j'appelle ça le contrat d'expression, parce qu'encore c'est cette expression naturelle
tout à chacun. Et ce contrat, en fait, c'est un peu marqué, noté, parce que j'aime l'écriture et l'acte d'écriture en soi est important. Ça va être de marquer ses aspirations profondes. Et quelque part, qu'est-ce que j'ai envie de jouer en tant que joueur? Quelle est la partition que j'ai Quelle envie est la de... partition oui, bien que sûr. je souhaite jouer dans la vie? Bien Et sûr. ça, je me le note, c'est-à-dire avant de quitter le monde de la matière, Ouais, c'est ça. qu'est-ce que je veux vivre? C'est pour ça que, de manière un petit peu plus légère, enfin plus souple, on parle des vision boards et autres. Mettez-moi les 10 points essentiels que vous avez envie d'atteindre avant de quitter ce monde. Voilà. Il y a beaucoup d'exercices dans cette... Complètement, dans ce- complètement. cette Et d'ailleurs, on peut étayer ça avec plein d'outils différents. Moi, j'ai une méthode particulière, mais il est vrai que le tableau de visualisation, c'est une chose, mais il ne faut pas rester à ce niveau-là. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est important. Mm. Et donc, forcément, ce premier état, on a une direction, on a une orientation, et ça nous amène à une deuxième étape, qui est celui de rééquilibrer justement nos perceptions. Parce qu'à un moment donné, si on comprend que la conscience est tout ce qu'on a imprégné, ce fameux subconscient, la partie de l'iceberg qui ne se voit pas, mais qui contient l'essentiel, eh bien, nous n'avons pas changé le sentiment dominant qui alimente, parce que tout à l'heure, j'ai commencé à en parler quand la conscience façonnait notre réalité. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que toutes nos perceptions ont influencé cette mémoire, et que si on n'a pas pris le temps en fait, de revisiter ces perceptions-là, elles ont une incidence dans notre réalité inévitablement. Évidemment. Donc vous pouvez faire ce que vous voulez, encore une fois, dans la matière ou la volonté, ça va vous rattraper, et elle va se refléter dans votre vie. Si je sais pas, vous voulez par exemple acheter un appartement, et vous vous rendez compte qu'à chaque fois les opportunités sont là, à chaque fois vous voulez acheter l'appartement, mais à chaque fois ça vous passe devant. Parce que vous êtes dans ce conditionnement. Parce qu'on est dans ce conditionnement-là. Ouais. Et donc le but, ça va être à ce moment-là de rééquilibrer ses perceptions, parce que je le dis souvent, ce n'est jamais l'événement le problème, c'est ce qu'on s'est raconté de l'événement. Ça, c'est une phrase hyper importante. Ça n'est change jamais l'événement le problème. Toujours ce qu'on se raconte. C'est toujours ce qu'on se raconte. Parce que l'événement en soi, je ne peux pas le changer. L'événement en soi, il a eu lieu. Et donc, je n'ai aucun jugement à apporter sur la chose qui a été agréable ou désagréable, voire traumatique. Ce n'est pas le sujet. Et d'ailleurs, je peux prendre quelque chose d'aussi futile que manger un gâteau et être frustré de le terminer parce que c'était trop rapide, que tout simplement perdre un proche. Bien évidemment, l'intensité sera complètement différente. Mais quand je dis ça, c'est que c'est jamais l'événement de manger le gâteau ou perdre un proche qui est le problème, mais c'est qu'est-ce qu'on s'est raconté les semaines, mois et années ensuite, comme histoire, pour voir tout simplement la vie de manière, on l'entend souvent polarisée, et donc de manquer d'objectivité. Et donc c'est comme si on regardait la vie avec un œil fermé. Et qu'est-ce que ça induit en nous, ça? Eh bien, cette polarisation de la réalité, subjectivement, c'est-à-dire, voilà, je vois la vie que d'une manière, eh bien, elle nous amène à vivre intérieurement les sentiments qui leur correspondent. Et on ne peut pas chercher à jouer la partition de la vie avec toutes les notes de musique que la vie nous permet de jouer, en tout cas, si on supprime la moitié des notes que la vie veut nous offrir. Or, qu'est-ce que la moitié des notes? Eh bien, tout l'inconfort que l'on fuit sans cesse. Et pourquoi on le fuit? Parce qu'on a appris à fuir tout ce qui est inconfortable. Parce qu'on a appris qu'en fait, si je reproduis telle chose dans mon futur, je risque inévitablement de revalider et de revivre la même souffrance, voire plus. Schéma répétitif. Exactement. Sur une phase de deuil, par exemple, est-ce que la métaphysique appliquée telle que vous la concevez, elle a un impact? Bien sûr. On parle souvent, évidemment, des phases de deuil et on connaît le processus. Mais il y a l'avant, quand une personne est malade et qu'on sait qu'inévitablement, elle ne pourra pas continuer à vivre. Il y a le pendant avec tout ce que l'on connaît pendant les cérémonies et autres. Et puis, il y a l'après. Comment est-ce que la métaphysique appliquée peut s'intégrer dans un processus de vie, dans cette étape de vie si inconfortable? Eh bien, en fait, à ce niveau-là, et c'est bien de le faire dans cette temporalité, parce que je pense que mes enseignements correspondent davantage à l'après. À l'après, exact. Parce que quand on est dans le deuil, on est dedans. Il ne s'agit pas à ce moment-là, forcément, de se flageller intérieurement parce qu'on n'arrive pas à atteindre un état particulier, une relativité particulière, ou un avis, un état de détachement par rapport à ce qui se passe. Qui est impossible. De toute façon, à un moment donné, comme je dis toujours, ce que vous essayez de mettre sous le tapis de force reviendra en boomerang systématiquement, et ça va exploser. Et d'ailleurs, aux personnes qui pensent que si je m'autorise à être toutes les parties de moi-même que je ne veux pas être, et ça j'en parlerai quand je parlerai peut-être d'une 4e étape, eh bien, ça de toute façon, ça explose, et ça revient x10.
Donc le but, c'est de reconnaître ça pour justement calmer la tempête qui surgira un jour. C'est tout l'inverse. Et donc, on est plutôt sur l'après, c'est-à-dire que on va pouvoir, après coup, éviter justement d'inventer une histoire, de jouer une histoire qui va avoir des conséquences dans mon présent et mon futur. Et donc, ça va être non pas de juger l'événement, c'est-à-dire le décès de la personne, mais tout simplement de voir au fur et à mesure des semaines ce que cette expérience m'a apporté objectivement dans ma vie. C'est-à-dire qu'en fait, bien évidemment, elle va être une source d'inconfort, de challenge, d'angoisse, je dirais même de tristesse, d'impuissance, de tristesse, tous les attributs qu'on pourra mettre dans ce moment douloureux, mais elle n'est pas que ça. Et c'est ça qui va être compliqué à voir, c'est que oui, l'événement m'a challengé, mais qu'est-ce qui m'a permis de comprendre, de réaliser, qu'est-ce qui m'a permis de changer en termes de regard sur ma propre vie, mon existence, et pourquoi pas, comment je vais investir ma propre vie désormais, parce que quand on voit la perte d'une personne, on peut se dire que c'est un peu le miroir de notre propre finitude. Et donc on pourrait à un moment donné se poser la question, mais ok, la vie matérielle est fragile, est un état qui peut changer d'un état à un autre, qu'est-ce que maintenant je fais de la mienne, etc., etc. Et le but, c'est pas d'être exhaustif, d'aller chercher toute l'objectivité du monde pour trouver tous les bénéfices que m'a apporté la perte d'un être cher. C'est pas ça. Mais ça va être de contrebalancer, d'équilibrer la douleur que j'ai d'un côté par rapport à celle-ci. Et il y a de l'apaisement. Et en fait, c'est ce qu'on va chercher. C'est un état beaucoup plus neutre, bien sûr, qui est en capacité, en fait, à un moment donné, d'accepter et donc de consentir à tout simplement que cet état-là, que cette expérience-là comporte les deux et de le regarder en face. Alors, troisième et quatrième pilier. Alors, la troisième partie, ça va être vraiment l'activation du pouvoir de notre esprit. C'est ce que j'évoquais auparavant, parce que toute cette étude de cosmologie, de la physique, de la philosophie, des neurosciences, des sciences, voilà, beaucoup de domaines. Tout ça, c'est un tout. Tout ça, c'est un tout. J'ai pu tout simplement le vérifier. Alors, tout simplement, c'est peut-être pas le bon terme. Non. Mais j'ai pu, en lisant beaucoup plus justement d'auteurs qui étaient proches des concepts métaphysiques, c'est comme ça que j'ai pu faire du lien aussi avec le reste, l'étude en gros de la conscience et l'esprit sur le monde extérieur, et bien que les textes, notamment en faisant de la théologie, les textes sacrés, ancestraux, notamment la Bible, je ne suis pas du tout chrétien pratiquant et je n'ai pas de dogme religieux, pas du tout, mais c'est simplement l'étude des textes, parce que ce soit dans le soufisme, le Coran, la Bible, le bouddhisme ou d'autres courants philosophiques, on retrouve toujours quelque chose d'essentiel. Absolument. Et en fait, je me suis aperçu que ce qu'on dit dans les neurosciences, ce qu'on dit dans la physique quantique, que les équations décrites, tout ça est lié. On revient toujours à la même chose. C'est vrai, absolument. Et dans la Bible, moi, ce qui m'a frappé, ça a été non pas de lire la Bible littéralement, parce que 80% était vraiment du non-sens total, mais de le lire tout simplement sous l'allégorie, la métaphore. Et donc, ce ne sont pas des personnages et des faits historiques simplement, ce sont une mise en scène personnifiée des archétypes du psychodrame de la conscience humaine. Et quand on comprend ça, eh bien, on comprend que la lecture de certains passages corrobore avec cette découverte de la conscience qui crée. Quand Moïse, ça va parler à tout le monde, quand Moïse demande qui m'envoie dans la Genèse, pour ceux qui ont lu ces livres-là ou qui ont peut-être eu un cours de catéchisme étant enfant, eh bien, il lui dit « Je suis celui qui suis. Je suis celui qui est. » Et donc, je dirais quoi comme nom pour celui qui m'a envoyé ? Je suis. Et donc, le nom de Dieu qui est dit dans cette religion-là, le christianisme, eh bien, c'est tout simplement, et l'Ancien Testament, la Torah, etc., pour la religion judaïque, mais on est vraiment sur l'état d'être. Qui es-tu, toi, l'innommable ? L'état d'être. Et donc là, tout de suite, ça a encore une explosion à l'intérieur de moi en me disant, mais même les textes qui ont plusieurs centaines et milliers d'années disent la même chose. Disent la même chose, absolument. Voilà. Et donc c'est ça, activer le pouvoir créateur de son esprit, c'est de se rendre compte qu'en fait, on a la capacité délibérément, par la foi, par cette confiance en nous au fur et à mesure de nos expériences, d'imprégner notre subconscient par l'imagination, par la visualisation également, et de consentir dès maintenant à l'état qui serait le nôtre si nous étions déjà cette personne-là. Et donc on voit que c'est tout à fait différent de « j'attends que la réalité m'amène quelque chose », et donc je suis dans l'attente et le désir. C'est pour ça qu'on a énormément d'exercices pratico-pratiques qui permettent de dire,
Imagine-toi à l'intérieur de ce bureau, quelle est même l'odeur de la pièce dans laquelle tu Exactement. travailles, quels sont tes collègues, comment est positionné ton bureau. Cette Exactement. visualisation-là, C'est ça. c'est déjà. C'est ça. C'est énorme parce que plus Dans on la va création. amener de réalité à l'intérieur, Exact. et c'est surtout ça que j'invite les personnes à comprendre, c'est que on n'est pas spectateur de la scène, on est acteur et actrice Absolument. de la scène. Et alors, ce qui est très drôle, c'est que moi, j'ai fait ces exercices-là, et étonnamment, je n'arrive pas à être spectateur, je n'arrive pas à être acteur de la scène. En revanche, je suis spectateur de la scène. Ouais. Et j'ai une sorte de frustration Ouais. à l'idée de me dire, mais je devrais être Complètement. acteur de la scène. Et ça, c'est comme un muscle pour un sportif, Et je suis d'accord. c'est de C'est l'entraînement. de l'entraînement. Et en fait, il faut commencer par des toutes petites choses. Et par exemple, vous faites tous l'expérience d'ouvrir la porte de votre maison. Eh bien, vous pouvez, le matin, le soir, dans une pause déjeuner, fermer les yeux et pendant la journée, vous vous répétez en imagination, en fermant les yeux, cet acte où vous posez la main sur la porte. Et vous allez sentir quoi? Le froid peut-être du métal de votre poignet. Vous allez sentir, et quand vous allez ouvrir, la dureté par rapport à quelle sûr. pression je dois faire pour ouvrir cette porte. Bien sûr. Rentrer, la première odeur, la Absolument. lumière, Absolument. le premier objet que je vois. Et en fait, c'est des petites scènes courtes qui vont vous entraîner en fait à développer justement ces sens dans une scène où c'est bien votre main, où c'est bien vos oreilles qui entendent quelque chose. Mais vous avez même l'exercice très très simple du citron et du Oui. côté amer Complètement. du citron. Et Ouais. on est capable de dire à quelqu'un, voilà, tu es en train de boire un verre où il y a du citron à l'intérieur, C'est ça. et on sent l'acidité Complètement. du citron. Absolument. Ça revient bien sûr au concept de réversibilité. Exactement. Et on peut le faire dans les exactement. deux sens. C'est passionnant. c'est absolument passionnant. En tout cas, ça a changé votre vie. Ouais. Et aujourd'hui, vous l'enseignez. Donc je l'enseigne, c'est-à-dire que on va même plus loin avec le consentement dans cette 4e étape, Ouais. de consentir à être toutes les parties de nous-mêmes. Et ça valide, parce qu'on peut créer ce qu'on veut. Si on n'a pas consenti à vivre l'ensemble de l'inconfort et du confort qui nous attend, eh bien vous comprenez qu'on s'entrave nous-mêmes. Donc aujourd'hui, ça je l'enseigne sous plusieurs formes. Il y a vraiment un socle de 4 modules qui reprennent ces 4 étapes, où la personne elle peut cheminer en écrivant tout simplement, via des questions et des exercices, vidéo bien évidemment. Et à côté de ce parcours, je reprends l'entièreté des thématiques, et j'ai commencé il y a peu, pour l'instant il n'y a que quelques-unes, et toutes les 5-6 semaines, je fais une masterclass thématique spécifique qui reprend notamment ce que j'aborde dans le livre, et toutes les thématiques qui m'ont fait comprendre en fait cette interaction entre notre conscience et notre réalité, pour approfondir, et surtout, parce que c'est ça mon souhait, c'est que les personnes elles deviennent responsables, qu'elles n'attendent pas un sauveur à l'extérieur, C'est parce sûr. qu'elles ne le trouveront jamais, C'est sûr. et que tout commence à l'intérieur d'elles, Ouais. et que on ne devient pas, ce qui est très important, on ne devient pas ce que l'on veut, ce que l'on souhaite, on devient ce que l'on est. Et ce que l'on est, c'est cet état d'être. Et les personnes, et peut-être même vous-même, vous pouvez constater que dans votre vie, si vous en êtes arrivé là aujourd'hui, c'est comment dire, une circonstance, des circonstances, donc des jalons, qui ont tout simplement naturellement exprimé ce que vous étiez à l'instant T. Et donc, naturellement, vous êtes arrivé ici par des états de conscience. Et donc, c'est prendre conscience que tout simplement, vous n'êtes pas obligé d'attendre que ça s'exprime naturellement, mais vous pouvez prendre votre responsabilité. Et donc, à travers la responsabilité, mon vœu, c'est quoi? Que les personnes soient autonomes. Et beaucoup plus épanouies. Exactement. Parce que forcément, le mot heureux, c'est quelque chose Ça qui, aussi. qui est bien sûr subjectif et surtout perfectible. Si vous croisez un jour Nicolas Brunet, ne le lancez pas sur un sujet, parce que, évidemment, 53 autres sujets vont en découler et s'ouvrir. Non, mais c'est absolument passionnant, et ça prouve une chose, c'est que déjà, ça met en perspective la responsabilité que nous avons, chacun. C'est ça. Et ça déstabilise complètement, voire anéantit complètement le positionnement victimaire. Complètement. Parce que là, pour le coup, on peut plus Non. dire « Ah, mais moi, je suis une victime, c'est pas de ma faute, Non. ce qui m'arrive, c'est machin, ce qui m'arrive, c'est ceci. » C'est fini, ça. Et c'est très douloureux. Et c'est très, très douloureux. C'est Parce très que douloureux. le positionnement victimaire, il est très confortable par moment. C'est ça, exactement. Et c'est ce que souvent les personnes ont du mal à vouloir regarder en face, c'est de voir qu'ils sont leurs propres bourreaux, Et oui, la plupart du temps, et oui. et qu'une zone de confort et une sécurité, c'est un point d'attache, et que si on n'a pas encore une fois consenti à vivre de nouveau de l'inconfort, si vous voulez, c'est comme si on avait retenu
de notre passé, que tout ce qui est inconfortable, il faut le fuir. Ouais, c'est ça. Et en réalité, ce que j'ai découvert moi, à travers ces expériences-là, parce que des claques j'en ai pris, c'est vraiment que l'inconfort, le challenge, tout ce qui nous fait souffrir est aussi précieux que ce qu'on met du côté de la joie. Exactement. Il est en auto-édition ? Il est en auto-édition. Auto-édition, Nicolas Brunet, les fruits de votre imagination pour transformer votre vie grâce au fabuleux pouvoir de votre esprit. Alors, il faudra sans doute lire et puis relire. Oui, souvent les personnes le relisent. Le relisent, c'est sûr, mais c'est absolument passionnant. Et quelle prise de conscience de se dire mais oui, mais c'est bien sûr. Alors cette phrase, elle est tellement bateau, mais en même temps, elle est tellement réaliste, quoi. C'est une fois qu'on a cet automatisme-là, parce que c'est ça l'idée, c'est de créer les automatismes. Hein. Vous parliez de ce muscle qu'on doit, comme un sportif, entraîner, mais la création, la mise en place d'automatismes comme ça, permettent de réaliser des choses extraordinaires. Bah c'est ça, et dans ma vie, ça a été vraiment une succession comme ça de découvertes. C'est déjà, ne croyez pas ce que vous voyez. Oui, c'est ça. Et donc votre réalité n'est pas figée, c'est ce que vous croyez. Mais à partir du moment où vous prenez conscience de ça et que petit à petit vous expérimentez, parce que j'ai commencé par des petites choses. Oui, bien sûr. Au début, ça a été un changement avec une relation professionnelle. Et le comportement de la personne se métamorphose. Parce que je comprends qu'elle est moi et moi je suis elle. Parce qu'il n'y a pas de séparation. Et donc de voir ça, de voir qu'on a ce pouvoir de libérer l'autre, et le pouvoir, même dans la matérialité, de faire apparaître des objets dans notre vie, c'est ça, de manière incongrue. Oui, tout à fait. Eh bien là, c'est des expériences qui petit à petit nous prouvent et nous amènent à lâcher mentalement le fait de vouloir contrôler la matière et de dire non, ça ne se passe pas dehors, ça se passe à l'intérieur. Harry Potter sort de ce corps. Merci Nicolas. Avec plaisir. Merci infiniment, passionnant. Vous allez commenter évidemment avec bienveillance, sans doute relire à plusieurs reprises sans doute l'ouvrage de Nicolas et puis revoir certains passages de l'émission. Hop, vous revenez avec le petit curseur en arrière pour bien se plonger dans l'analyse et l'expertise de Nicolas. Et puis on vous met autour de la vidéo tous les liens qui vous permettront de suivre les masterclass et les enseignements de Nicolas Brunet. Merci encore. Commentez avec bienveillance, comme toujours, partagez et on se retrouve très vite pour une prochaine rencontre. Salut à tous, merci.